qui s'appelle les Big Brother Harvard. Donc l'équipe qui a fondé les BBA veut passer la main, et enfin c'est même pas veut passer la main, souhaitait arrêter. Et ben avec Gizmo, on s'est regardé, on s'est dit que non, fallait pas. En fait, c'était pas bien d'arrêter les BBA parce que c'est quand même un truc qui est vachement bien et qui ouvre les yeux à plein de gens. C'est quelque chose qui a beaucoup de, pas foncièrement de relais presse, mais qui fait réfléchir énormément les journalistes. Il faut savoir que l'accord team des BBA est à chaque fois consulté sur les problématiques de données personnelles. Quand on voit un petit peu ce que fait la CNIL, on se dit que les BBA ont encore un rôle à jouer pendant quelques années. Donc ce qu'on voulait, c'était que l'événement ne meure pas. Et donc c'est un petit peu un appel qu'on lance à tout le monde, c'est comment on fait pour reprendre l'événement, comment on fait pour le faire perdurer. Donc Jérôme va vous présenter un petit peu tout ça. Ouais, salut. Donc ils m'ont prévenu tout à l'heure qu'ils voulaient faire une petite incartade au sujet des Big Brother Awards. Donc c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on a lancé le truc avec quelques copains, Jean-Marc Manac que vous connaissez sûrement. Au départ, c'était effectivement pour créer un relais en France d'une manif qui existait déjà à l'époque aux USA, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Donc aujourd'hui, il y a une quinzaine de pays qui ont repris un peu le flambeau. Certains se sont arrêtés pour diverses raisons. Donc l'objectif, c'est de nommer et désigner des ennemis, les ennemis pas simplement de l'Internet, les ennemis des données personnelles, les ennemis, enfin tous ceux qui nous considèrent comme des moutons. Et donc en fait, on a fait depuis 10 ans donc une dizaine de palmarès avec à chaque fois 50 candidats après un boulot de veille, un boulot de rédaction de dossier assez important. Donc l'idée, c'est que chaque année, il y a entre 40 et 50 candidats qui soient désignés, désignés sur la place publique. Et derrière un jury de personnes plus ou moins qualifiées, mais qui sont évidemment de notre côté. On n'est pas là pour faire un jury sur les représentatifs avec l'IFOP derrière qui nous dit qu'il n'y a pas assez de mecs de droite ou de mecs de gauche. Donc c'est évidemment très orienté, c'est très subjectif. D'ailleurs, comme toutes les compétitions culturelles, hein, comme vous connaissez, les festivals de Cannes et compagnie, toutes les manifestations un petit peu rondouillardes. Donc l'idée, c'est qu'on copie un petit peu ces codes pour rentrer un petit peu dans l'art des personnalités, des ministres, des entreprises, des maires, également des personnes, des penseurs, des leaders d'opinion, comme on dit, des sociologues, des personnes qui ont le vent en poupe et qui répondent des idées, pas simplement qui font des actions ou qui votent des lois ou qui fabriquent des produits, mais qui répondent ces idées-là, ces idées, celles de la novlangue, des idées qui encouragent les gens à baisser la garde et à donc accepter tout ce qu'on nous impose en technologie de surveillance, contrôle social, multiplication des fichiers, croisement des fichiers, vidéosurveillance, biométrie, RFID, j'en passe et des meilleurs. Et c'est vrai que nous a semblé, pour tout vous dire, c'est vrai qu'en 10 ans, on s'use, on vieillit, donc les vieux cons vont laisser la place aux jeunes cons, on va dire. C'est un boulot évidemment complètement bénévole. On a demandé aucune subvention, d'ailleurs on n'en voulait pas. On a évité également de draguer des ONG, des groupes qui avaient un peu plus de fric parce que évidemment ça occupe du temps, de draguer de l'argent. Et puis une fois qu'on a l'argent, après il faut rendre des comptes. Donc on est toujours resté en autogestion totale. Donc là on passe la main, ça veut dire que concrètement on a rencontré Gizmo et Bluetooth il n'y a pas longtemps, qui nous ont par d'autres biais exprimé leur souhait de reprendre l'affaire. C'est évidemment hyper open. Concrètement, ils sont beaucoup plus à même que nous de monter des projets collaboratifs pour que ce projet des Big Brother Awards continue sous une autre forme peut-être. Je ne sais pas si l'aspect cérémonial va être conservé, si les lieux vont pas évoluer, s'il ne faut pas faire d'autres choses un peu plus, peut-être un peu moins grosse caisse et peut-être des petits événements plus disséminés. Ça peut-être à eux de voir comment ça va se faire. Et l'idée, c'est que dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura des appels à contribution. Parce que l'idée, c'est quand même que c'est donc une manifestation qui est sur un jour, où c'est un petit peu la fête, hein, où on distribue des baffes, évidemment, mais on s'amuse. Mais tout le reste du temps, c'est quand même des dossiers très sérieux, parce qu'il ne faut pas, évidemment, qu'on se mette en porte-à-faux vis-à-vis des personnes qu'on désigne. Il faut donc qu'on reste, nous, personnellement, on est journalistes, essentiellement.
Un peu renégat évidemment, hein, parce que après 10 ans des BBA, c'est vrai que donc je travaille pas au Monde aujourd'hui, hein, ni à Libération, ni à Marianne et compagnie. Et donc c'est vrai qu'il faut garder un petit peu une fraîcheur, et on espère que vous serez tous là disposés à nous aider, surtout à garder les oreilles ouvertes et à relayer un petit peu les infos que vous pouvez faire passer, vous pouvez voir à droite à gauche. Et donc je reprécise que c'est pas du tout une cérémonie qui désigne les ennemis de l'Internet. L'Internet, c'est une chose, mais aujourd'hui, il faut voir que tous les principales personnes qui sont ciblées par le contrôle social, ce sont les étrangers, ce sont les gens qui sont à la CAF, ce sont les gens qui ont des soucis de santé. Et Big Brother, il est vraiment partout. Et les personnes les plus vulnérables, ce n'est pas du tout les internautes aujourd'hui. Ça fait partie justement des internautes de personnes qui sont les plus à même de se protéger justement. Mais l'informatique, aujourd'hui, ça attaque beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'informatique et qui sont les plus vulnérables et difficiles donc à protéger face à cet état tentaculaire qui multiplie les dispositifs, qui multiplie les lois pour leur faire peur également. Et voilà, donc on espère que tout ça, ça va pouvoir reprendre. On ne sait pas quand, hein. En même temps, on n'a pas d'échéance. Justement, c'est justement pour ça qu'on n'a pas voulu chercher de l'argent, parce qu'à chaque fois, on nous demande c'est quand vous sortez votre truc. Là, on a le temps, hein, on a tout le temps qu'il faut. Ça dépend aussi de vous, ça dépend aussi des énergies qui vont se greffer sur tout ça. Et voilà. Donc, je veux bien répondre à quelques questions si vous voulez, mais je pense que voilà. Juste avant de passer aux questions, je vais quand même rajouter 2-3 trucs. C'est que il se trouve que la reprise des BBA est arrivée jusqu'à Bluetooth et jusqu'à moi parce que justement, il y a eu l'annonce l'année dernière pour que l'équipe, votre équipe, dans sa formation existante, le canal historique comme ils disent, veut arrêter dans la même forme que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et passer le relais, passer à quelque chose de différent. La chose, concrètement, c'est qu'on se retrouve, Bluetooth et moi, à avoir un truc énorme comme les BBA à devoir, enfin, à dire, voilà, il faut faire quelque chose. Parce que autant lui que moi, on s'est regardé, mais on s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas arrêter ce truc-là en 2011, alors qu'actuellement, il y en a besoin plus que jamais. On a déjà un historique de 10 ans des BBA qui pointent du doigt tous les travers et toutes les mauvaises actions, les mauvaises lois, les choses qui vont à l'encontre de la vie privée. Et comme tu le dis, que vraiment de la vie privée et pas seulement du contrôle d'Internet ou de ce genre de problématiques qui nous concernent directement, mais du contrôle du panoptique, du contrôle par un tiers de nos vies et de notre vie privée. Finalement, là où la CNIL est en train d'échouer actuellement. Donc, nous, Bluetooth et moi, nous sommes que de simples intermédiaires et là pour passer le message et dire que c'est à nous tous, à vous et à nous de reprendre ça en main et de faire en sorte qu'il y ait un 11e Big Brother Awards qui ait lieu en relançant la machine et en mettant en place une nouvelle manière de travailler tel qu'on a appris à le faire tous ensemble dans le cadre de la quadrature, dans le cadre des logiciels libres, etc. Et aussi en incluant dans le lot, dans cette action, des personnes qui ne sont pas directement dans l'informatique, telles que les journalistes notamment, parce que le canal historique, ce sont des journalistes, des gens de formation journalistique qui savent faire un travail de l'écrit, etc., et qui ont une analyse et une objectivité certaine, pas jamais parfaite, mais qui est quand même peut-être plus forte que nous, qui aimons bien casser la Adopi pour le plaisir et aussi parce qu'il faut le faire. Mais avoir une vision plus large et aussi peut-être travailler avec des gens qui viennent d'autres domaines comme la sociologie, comme le journalisme, etc., dans une démarche de hacking telle que nous le faisons naturellement dans le cadre de la sécurité, des logiciels libres, etc. Donc vraiment, je pense que pour les questions-réponses, le sens, c'est une question que vous devez tous vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que les BBA pour vous? Qu'est-ce que c'est que la société de contrôle de la vie privée de toutes nos informations? Et aussi, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire des Big Brother Awards? Et à quel point pourriez-vous participer? C'est chacun d'entre nous, tous ensemble, on peut faire énormément de choses. Si on se retrouve simplement Bluetooth et moi à devoir gérer les Big Brother Awards, peut-être que la 11e édition aura lieu en 2014 s'il n'y a pas la fin du monde avant. Donc
La chose repose sur toutes nos épaules, autant ceux qui sont, enfin tout le monde présent dans la salle, que ceux que vous connaissez et ceux que ceux que vous connaissez connaissent, pour arriver à recréer une communauté et à relancer quelque chose. Donc maintenant, posez-nous des questions et posez-vous des questions. Et reprenons tout ça ensemble. Donc quelqu'un qui veut quelque chose à dire, à demander ou autre. On a 2 micros, je ne sais pas si le deuxième marche. Allô? Waouh, il marche très bien. Donc tiens, je vais te passer le micro. Si ça nous intéresse, on commence où? Avec qui? Comment? Alors, concrètement, depuis qu'on s'est réunis avec Jérôme, Jean-Marc, etc., j'ai mis en place un site web, bigbrotherAwards.fr, qui pour l'instant redirige vers le site originel.eu.org. Et dessus, j'ai fait un wiki qui aujourd'hui est vide, mais qui est donc wiki.bigbrotherAwards.fr. Et j'ai aussi mis en place une mailing list. Donc ce que je peux proposer, c'est qu'à la rigueur, j'aille chercher tout à l'heure une feuille de papier qu'on mettra du côté du bar, et que tous ceux qui veulent être sur la mailing list passent leur mail. Après, je ferai tourner l'URL d'inscription à la mailing list. Elle est un peu compliquée, c'est pour ça que voilà. Il y aurait peut-être moyen aussi de prendre 2 minutes pour ceux qui s'intéressent tout à l'heure, pour voir comment on pourrait s'organiser, enfin voir ce qu'il faudrait faire, tout ça peut-être. Oui, autre chose que je voulais dire aussi, c'est que d'ici une quinzaine de jours, on peut s'organiser une réunion pour se mettre autour d'une table et quelques bières et puis en parler. Bah, il faut quelques bières. Il faut prévoir des munitions, sinon on va vite s'essouffler. Là, c'est très historique. Qui d'autre des choses à demander? Est-ce que ça vous parle déjà de vouloir, enfin, est-ce que ça vous motive, vous avez envie de faire quelque chose avec là, je vois, c'est cool, il tient le micro même. Ah, tu peux faire du peer-to-peer avec le micro? Je crois que le micro est coupé en dessous sur le petit truc blanc. Voilà, côté blanc. Oui, c'est mieux. Oui, je voulais dire qu'en fait, on était beaucoup de tweetos en fait, à suivre énormément les questions gouvernement depuis un certain bout de temps. C'était une initiative qui avait lancé la The FML il y a quelques temps. Et je pense qu'on pourrait joindre aussi nos efforts de suivi des questions gouvernement, notamment nous, ce qu'on nomme les questions Choupa. Toutes les questions qui sont, on va dire, voilà, de la forme de la sucette, qui sont en fait données, qui sont des questions qui sont juste des prétextes à faire des tribunes au pouvoir exécutif. Donc on dénonce déjà toutes ces questions-là, donc séance par séance, des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale essentiellement. Donc je pense qu'on pourrait aussi apporter notre petite pierre à l'édifice pour ce projet. Absolument, et c'est d'ailleurs, à mon avis, ce genre de choses qui peut renouveler un peu les BBA, c'est qu'on a tous des actions sur ce qui se passe concrètement. On a vu à l'époque de l'Adopi, on était nombreux à venir à l'Assemblée nationale et encore plus nombreux à regarder le streaming de l'Assemblée nationale. Je pense que ce dont tu me parles, c'est un peu une conséquence de ce qui s'est passé à l'Adopi. Complètement. Et même complètement. Et que ça s'inscrit complètement dedans aussi. L'initiative de regard citoyen s'inscrit aussi dans ce genre de choses. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres gens qui sont de la nébuleuse BBA depuis toujours, du canal historique, qui remontent des informations à partir de l'intérieur de certaines administrations, que ce soit, je sais pas, la CAF, le ministère de l'Intérieur, ou simplement simple policier dans son commissariat qui remarque un truc absolument édifiant. Et je ne parle même pas des problèmes des caméras, qui est un problème soulevé depuis pas mal de temps au BBA, etc. D'ailleurs, il y en a une là-bas, on est filmé. Oui, non, ce que j'ai précisé, c'est que nous, pendant 10 ans, on a sectorisé un petit peu les domaines d'atteinte aux libertés.
Bon, généralement, c'est de la vie privée, mais c'est aussi bon, tout ce qui concerne les libertés publiques en général, c'est-à-dire le droit de se rassembler, le droit de circulation. Et on a fait des catégories différentes. Donc on a appelé ça, par exemple, le prix Orwell administration, le prix Orwell entreprise, le prix Orwell localité. On a un prix Orwell novlangue, on a un prix Orwell ensemble de son œuvre. Ça peut être complètement cassé, quoi. C'est une manière pour nous de sectoriser les domaines. Ça peut être aussi, voilà, il peut y en avoir plus, moins. Il peut y avoir justement la question écrite de l'année la plus con, tu vois. Mais bon, toujours rester sur le angle orwellien, évidemment. Sinon, tu te perds, sinon tu fais les Gérard de l'internet, tu vois. Donc là aussi, c'est complètement open. Il n'y a aucune rigidité. L'idée, c'est qu'il faut rester à la fois dans l'aspect traitement des dossiers. Dès que tu désignes quelqu'un, tu évites de le faire à l'emporte-pièce et tu justifies, tu sources ce que tu racontes. Et ensuite, alors ça peut être des dossiers de 3 lignes ou des dossiers de 2 pages, hein, c'est à vous de voir. Et ensuite, effectivement, la manière de rendre compte de cette société de surveillance, de faire ce bilan annuel, là, c'est clair que là, les idées elles doivent fuser. Hein, n'hésitez pas vraiment à avoir plus de prix peut-être à remettre. Une fois, on avait remis le bâton merdeux à Frédéric Lefebvre, par exemple, ou à Pascal Nègre. Mais c'était peut-être des one-shots, tu vois. Ça s'est même décidé pendant la réunion du jury. Il n'y avait pas de préméditation avant de la part des organisateurs. Donc ça aussi, effectivement, ça pourra permettre justement à certaines personnes qui se disent mais c'est quoi les BBA, c'est quoi, tu vois, qu'on est mal à rentrer un petit peu dans le concept. Je ne sais pas, de réinventer certaines choses pour redonner un petit coup de boutoir à tout ça, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, quand on va le lancer, je vais reprendre les mails, etc. Il y a un document le canal historique a écrit qui résume. C'est un peu le testament, qui résume la méthodologie, la façon dont il travaillait. Et je précise bien ça au passé, c'est-à-dire que c'est indicatif, c'est très instructif parce que mine de rien, c'est un retour d'expérience de 10 ans et même en se creusant le crâne, en faisant des réunions éternelles, on n'aura pas cette expérience, ces choses-là, donc il faut s'en inspirer, respecter la chose. Et le travail, finalement, c'est en 3 phases avec un objectif. L'objectif, c'est l'événement. En amont, il faut faire la veille, en tout début, avoir des oreilles, des yeux partout. Et là, c'est vraiment tout le monde qui doit faire ce travail-là. Madame Michu, comme nous tous ici. Et du genou. Deuxième phase, c'est la rédaction des dossiers dont il a parlé, qui est d'avoir une manière de rédiger la chose et de présenter la chose aux membres du jury qui sera sélectionné, pour finir par faire l'événement où là on fait un peu de paillettes pour se moquer, pour tourner à dérision un peu les festivals type Cannes, Berlin et compagnie. Donc ce que tu proposes, ce que tu dis, ça clairement en amont, sur la veille, ça peut nourrir le truc. Et nous tous, je pense qu'on peut trouver des milliards de choses en rapport avec les technologies ou en rapport avec notre méthodologie. Et toi, tu t'en éloignes, tu es un peu à côté des technologies, donc c'est bien. Et il y a encore d'autres choses ailleurs moi, je n'imagine même pas, qui sont dingues et qu'il faudrait revoir. Donc, d'autres questions, S'il vous plaît, protocole de routage. Je fais le BGP. Oui, je vous prie de m'excuser. Je vous le passe tout de suite. Il y a une interception de paquet, un man in the middle. Allez. Le routage a quand même gagné. Il y a un admin derrière qui a pris le coup. Moi, j'avais juste une chose par rapport au BBA et à l'événement en lui-même. J'ai entendu dire sur Marseille et en province de manière générale que les BBA, pour beaucoup de provinciaux, c'était un peu un pain-fesse parisien. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, de ne pas le faire qu'à Paris. Je suis absolument d'accord. Juste un truc, je passe le micro. Je suis d'accord avec ça. Je pense que d'une part, il faut qu'on travaille, c'est naturel avec Internet, avec ce que nous sommes capables de faire, de travailler avec la France entière et jusque dom-tom compris, quoi. Et aussi peut-être organiser les événements de façon à ce que ça puisse se passer un coup à Paris, un coup à Marseille, un coup à Toulouse, un coup à Lille, etc. C'est absolument envisageable. Oui, non, mais tu as complètement raison. L'idée, c'est que l'événement en tant que tel, comme c'est un événement où physiquement, il faut trouver une salle, il faut trouver un lieu pour l'organiser. Notre rêve à nous, c'était effectivement de pouvoir le faire tous les ans dans une ville différente.
Maintenant, comme je t'ai dit, on est tous à bout de bras, on a tous des boulots plus ou moins stables. Salut Antoine. Et donc voilà, donc l'idée c'est que on a fait ça à Paris parce qu'on était tous à l'origine des Parisiens. Mais moi, je pourrais te dire quand même que la seule chose dont je suis assez fier, c'est que les candidats, par contre, tous ceux qu'on a nominés, ils sont de toute la France. Et il y a des petits villages d'Ille-et-Vilaine, du Var. La région Rhône-Alpes aussi était pas mal servie. L'an dernier, c'était les Alpes-Maritimes. Donc là, effectivement, après, l'information, elle est partout. Et la fierté, je pense, des BBA en 10 ans, c'est d'avoir vraiment fait un bon panorama. Bon, peut-être pas assez dans les dom-toms, hein, évidemment, mais un bon panorama de la France métropolitaine et de la surveillance qu'on subit tous les jours, quoi. Mais c'est vrai qu'en termes d'événements, mine de rien, c'est une orga énorme, quoi. Des fois, tous les ans changer, c'est-à-dire que tu passes la main aussi à une orga logistique locale tous les ans. Et ça, franchement, tous les collectifs n'importe où en France, justement, ça s'appelle un collectif et pas une organisation, c'est que ça dépend vraiment de la bonne volonté de chacun. Et tous les ans, ça change un petit peu. Et donc là, c'est un rêve qui, je pense, risque d'être difficile c'est pas comme un festival, si tu veux, quand tu as des films que tu diffuses, que tu peux rediffuser ailleurs, avec juste trouver une salle, un vidéoprojecteur et un écran. Là, c'est quand même une organisation. Faut que, même si les gens travaillent avec Internet, l'événement en tant que tel, si tu veux, on a essayé à chaque fois de le diffuser sur le net. Des fois, ça a merdé grave. Enfin, c'était lamentable. Parce que là aussi, voilà, les prestataires sont des associations, sont des bénévoles. Mais c'est vrai que oui, ça serait vraiment génial si on pouvait au moins une fois tous les ans ou tous les 2 ans changer de lieu et d'avoir uniquement une espèce de transhumance naturelle vers Rennes, Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lyon, etc., quoi, tu vois. Mais bon, ça, c'est vrai que maintenant, ça ne me regarde plus. Même si je reste président de l'association, que je resterai à leur côté en ombre chinoise pour je sais pas, pour rester un petit peu dans la bataille quand même. Mais je ne sais pas comment ils vont se démerder, mais en tout cas, on va quand même leur laisser organiser au moins une édition, et puis on verra si après ils sont mûrs pour la suite. Et quand il dit il, c'est pas que nous, enfin c'est pas Bluetooth et moi, c'est vous. Nous, on est là aussi pour assurer ce qu'on peut assurer. Techniquement, moi je suis un développeur, je sais faire quelques trucs sur des scènes et compagnie, mais je suis pas un journaliste. La qualité du travail journalistique que je pourrais faire sera jamais à la hauteur de ce que faisait le Canal historique. Et le temps n'étant pas compressible, même avec un bon GZIP, ça marchera pas. Non. Juste là-dessus, justement, il faut pas s'imaginer que voilà, parce qu'on est des journalistes, on est des exigeants, machin, on a une espèce de. L'idée, c'est que vous avez tous sourcé une information, d'accord. Quand quelqu'un vous dit ce que tu me dis là, c'est bidon, j'y crois pas. Et ben, tu lui envoies un petit lien, quoi. Tu dis, tiens, regarde, check, tu en as pour un quart d'heure, tu lis le papier, tu vois. Sourcer une info, c'est le basique. Donc, il n'y a pas de secret. Les journalistes, normalement, ils font pas juste pas leur métier, quoi. C'est-à-dire que le vrai métier de journaliste, c'est tu as une info, et ben, tu sources. Si tu n'as qu'une source, ben, tu mets du conditionnel, sinon tu parles au présent. Et les dossiers que nous, on a fait jusqu'à présent étaient très fournis, trop fournis. C'est-à-dire qu'après, il faut les relire, il faut vérifier que les liens marchent bien. Et ça, je dirais, c'est un petit peu le travers de notre profession, c'est quelque part, on est trop exigeant sur l'aspect fond, texte. Mais honnêtement, un résumé de la problématique en 5 lignes avec 3 liens pour sourcer l'info, ça suffit, quoi. Pour convaincre un jury, il n'y a pas besoin de plus. Alors après, vous pouvez le lancer dans les phrases lyriques en disant voilà, c'est dégueulasse, lui il a dit ça, puis en plus il a dit ça, et puis en plus derrière c'est un enfoiré parce qu'il a une boîte machin. Donc on peut très bien toujours enrichir les dossiers tant qu'on peut, mais si vous arrivez vous à avoir, je dirais la synthétisation des hackers par exemple, c'est très bien aussi, quoi. C'est que vous savez où c'est que vous voulez aller, vous avez un ennemi, vous le désignez, vous dites pourquoi c'est un ennemi. Et voilà, vous essayez juste de ne pas être ordurier et de sourcer votre info pour pas qu'il vous attaque en diffamation, mais c'est tout. Après, vous n'avez pas besoin de compétences, fait Cagne, Hippocagne et compagnie ou le CFJ pour sortir un dossier, quoi. Donc ça, c'est pour vous rassurer, c'est pour vous dire que voilà, c'est pas non plus une organisation de formatage des BBA, hein, au contraire. Faut vraiment avoir conscience que l'idée, c'est de mentionner des ennemis, point barre. Faire gaffe justement à le faire avec précaution, mais il faut y aller, quoi. Et je pense que le style journalistique qui nous caractérise,
a été très souvent un frein. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est pris la tête sur les formulations, sur les titrailles, alors que, je sais pas, pour d'autres personnes, c'est moins important. Et puis, voilà, faut envoyer du lourd tout de suite et direct. Voilà. Je vais peut-être devoir m'absenter très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vous laisse entre les mains de Gizmo. Il a raison de dire que c'est pas le seul. Et donc, avec Bluetooth, ils sont pas investis d'une mission divine qui leur tombe du ciel. Mais je peux quand même dire publiquement qu'il ne faut quand même pas hésiter non plus à faire un petit peu le chef, parce qu'il y a des moments, ne serait-ce que pour dire, voilà, maintenant c'est la réunion, là, décide c'est tel jour, parce que moi je vois qu'au bout de 10 ans, finalement, c'est un peu toujours les mêmes qui ont tourné, et voilà, il faut un petit peu assumer aussi son rôle, voilà, pas de pionnier, mais de fondateur, tout simplement. Et voilà, il faut motiver les gens, et pour motiver les gens, si tu attends que les autres lèvent la main à ta place, ça ne marche pas. Donc voilà, je pense que mine de rien, il faudra que vous assumiez un petit peu ce rôle, pas de coordonnateur si tu veux, tu vois, plus ça plutôt que de chef, parce qu'évidemment c'est pas ça l'idée, mais voilà, ou dictateur si tu veux directement avec un débat de casse pour pas que ce soit trop agressif. Et donc voilà, je vous invite à vous tourner vers lui et à d'autres personnes et à vous inscrire à la liste qui va être créée, qui a été créée récemment. Et voilà. Et puis nous, je vous dis encore une fois, on sera encore là évidemment pour débugger des situations ou pour vous apporter, je sais pas pourquoi, des petits éclairages utiles à la bonne marche de l'opération. Merci beaucoup et bon courage pour la suite des discussions ce soir et les jours prochains. Donc, si vous avez encore des questions, comme vous avez pu le voir, c'est encore extrêmement malléable ce qu'on peut en faire. Ça dépend donc de nous tous. Et n'hésitez pas à encore en poser. Sinon, on peut parler après, pendant les autres confs. Non, pardon, entre les confs. et faire avancer Schmilblick et puis partir sur un BBA numéro 11. Donc, appel à motivation. Une question ? Il l'était pas encore parce qu'il y avait besoin... Bon, la question je sais pas si on est streamé ou pas. Au cas où on l'est. La question, c'était de savoir si le testament dont a parlé Jérôme est encore accessible. Est accessible plutôt. Il ne l'est pas pour l'instant. Il a été diffusé de manière un peu restreinte parce que il y a la façon le passage de relais s'est passé de manière un peu floue. Toutefois, c'est prévu. Je vais le publier. Je posterai sur la mailing list et très certainement, je le mettrai en copie sur le wiki, de façon à dire voilà comment c'était avant. Et en espérant qu'on ne dise pas après c'était mieux avant, mais qu'on aille vers quelque chose d'autre. Donc, d'autres questions, des idées, des envies Peut-être rêvons-nous d'un jour où il n'y aura pas de BBA, où il n'y aura plus besoin de BBA plutôt. C'est un peu ça le but, hein. Non, j'espère pas que ce soit pas, comme tu dis, Kin, un échec total et qu'ils fassent ce qu'on veut et que finalement on devienne interdit d'expression, mais plutôt que ça devienne inutile parce qu'on a réussi notre coup et que finalement ils ont compris. Je sais pas pourquoi. Ok, si vous êtes sûr de ne pas avoir d'autres questions, je vais peut-être passer la main à qui voudra prendre le micro. Bluetooth par exemple. Donc Bluetooth... qui était aussi dans le passage des BBA, enfin dans le passage de relais. Il aime bien s'éclipser pour fumer sa clope, mais... je rigole. J'essaie de communiquer. D'accord. Il essaie de communiquer par rapport à ton feeling sur ce qu'on vient de dire et sur la reprise des BBA. J'étais en train de communiquer, je ne sais pas tout ce qui s'est dit, je vous avouerai, je suis désolé. C'est ce qu'on s'est déjà dit, donc ouais, donc ça va, je vais arriver à suivre. Donc c'est super important que les BBA ne meurent pas. Donc je pense que vous avez compris pourquoi. Ça fait 10 ans que ça existe dans d'autres pays. On est l'un des pays en Europe, bon, je pense que vous suivez un petit peu l'actualité, qui est le plus exposé à ce qu'on va appeler gentiment la censure du net. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut ouvrir les yeux, quoi. On est vraiment
l'un des pays en Europe qui est le plus en retard au niveau des libertés sur Internet. Et on creuse notre retard, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché le fond. Enfin, si on l'a touché déjà, et on continue à creuser. Donc on compte vraiment sur une mobilisation d'un petit peu tout le monde. Vous avez vu, enfin, on vous a expliqué que les dossiers étaient assez compliqués à décortiquer, à constituer. On n'est pas obligé de repartir sur une organisation très très lourde. Mais par contre, il faut que l'événement continue à durer, que le travail qui soit fait en amont soit sérieux. On ne peut pas le faire tout seul, à 2 ou à 3, parce que c'est vraiment trop énorme. Les dossiers qui sont montés sur les nominés sont énormes. Et enfin voilà, il y a du gros background. Comme le disait Jérôme aussi, on n'est pas obligé de garder la même formule, parce que les Anglais ou dans d'autres pays, ils font des choses un peu plus simplifiées, 3-4 lignes par candidat, avec les sources en dessous. Mais on peut aussi, moi je considère que la formule du canal historique était quand même d'une très bonne qualité, et que ce serait génial si on arrivait à faire différemment, mais garder cette qualité en tête. Et alors voilà, après qu'il y ait des gens de la Quadrature, de la Ligue au débit, enfin de tout le monde, ben venez mettre un petit coup de pouce là-dedans. Faites perdurer l'événement. On ne le fera pas tout seul, on en est incapable, donc c'est un appel. il ne faut pas oublier que si l'équipe actuelle arrête au bout de 10 ans, ou du moins veut lâcher du lest, c'est parce qu'ils tiennent les BBA à une équipe de 5 personnes à peu près, depuis 10 ans, que 5 personnes qui travaillent à longueur d'année sur la veille et à avoir des oreilles à tous ceux qui veulent bien leur apporter de l'information. Puis ensuite, pendant 3 mois, faire rédiger les dossiers, préparer l'événement, contacter le jury, etc. C'est un travail dingue, je me rends compte. Enfin, j'ai déjà fait des choses comme ça, pas pareil. C'est un travail énorme. À 5, c'est juste incroyable, et un énorme respect pour eux. On a une chance aujourd'hui, on a un petit réseau qui est quand même assez sympa. Donc, une question. Tiens, ok, je te passe. Juste une petite question. Les BBA, ça concerne que des entités qui sont françaises, internationales, européennes à notre niveau, ça sera français. Français uniquement, d'accord. Voilà, il y a d'autres pays qui font leur BBA et donc qui s'occupent justement de leur pays à eux. Dans l'idéal, il faudrait qu'on ait des BBA en Syrie, en Tunisie. En Tunisie, à mon avis, je ne sais pas Fabrice, hein, je ne sais pas où il est passé. Enfin, voilà, donc on va avoir des bébés en Tunisie dans pas longtemps, on va peut-être en avoir en Égypte, je sais pas. On aura peut-être un peu trop de nominés en Tunisie. Voilà. Mais par contre, ça ne nous empêche pas, comme le disait Jérôme, d'avoir de nouvelles catégories, de faire différemment les choses, et peut-être justement d'inclure un volet international ou 1 ou 2 prix internationaux pour féliciter, je sais pas, par exemple Ben Ali pour la superbe coupure du net, ou encore l'Égypte, ou encore etc. Ce sera difficile Ben Ali, de choisir. c'était plus le réseau humain. Oui, c'était. Non, mais c'était balèze. Ou la Syrie, simplement pour avoir coupé le net en tuant les gens. C'est plus radical. L'exploit à la batte de baseball. Ouais, voilà. Ça marche bien, celui-là. C'est plus pratique que de couper le BGP. Donc, bref. On peut laisser. Je pense qu'on peut. On a une petite plage, donc c'est comme vous voulez. S'il y a des gens qui veulent venir causer un petit peu, Fabrice, par exemple. Enfin, Fabrice, il a plein de trucs à raconter tout le temps. C'est chiant. Donc, on le met dans quel mode? Je tourne le bouton. Tu vas t'asseoir à côté de Hans, notre pédobire, par exemple. Voilà. Et puis s'il y a des gens là, on essaie de se faire des talks relativement courts. Donc si vous avez des trucs à présenter, je sais qu'il y en a ici qui ont des choses à présenter. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien entendre, par exemple, c'est ce que fait la Ligue au début en ce moment, ce qu'ils vont devenir. Je sais qu'il y a pas un fork, enfin j'ai pas tout compris. Mais enfin voilà, c'est ouvert, venez en causer. Marou, pareil pour le parti pirate, ça serait pas mal que tu viennes exposer tes plans, ton machin. Enfin, mais venez causer. Donc là, on a une plage, on va dire, d'environ 1 heure. Venez. Fabrice, tu vas causer de quoi? Je sais pas. Tu sais qu'il y a une photo à prendre à côté de Hans. J'étais chaud sur RSCG, mais tu veux garder ça pour demain. RSCG. Ouais, non, mais ça c'est un gros dossier, quoi. C'est un petit peu compliqué. C'est un gros dossier. Faut le disque tout de suite ou faut le disque demain? Non, mais il faut qu'on anonymise les sources. C'est un peu compliqué, quoi. Qui travaille dans la com ou se destine à travailler dans la com? Genre, il n'y a personne. Oh, les menteurs. J'en ai une que j'ai spotée parce que je l'ai en cours. Donc,
On n'a pas attiré beaucoup de gens de com. Donc, donc demain, on réserve ça pour demain? Ouais, pour RCG, je pense qu'on va en causer un Alors, petit peu demain. Mais demain, ça sera si pas, vous avez des amis qui sont dans la com, ça vaut le coup de se déplacer. À cœur, éventuellement, mais surtout dans la com. On a dit 21h demain. 21h. Ah, je crois que c'est 21h demain. Ouais. Ah, putain, t'abuses. Donc demain, 21h, si vous êtes dans la com, vous allez assister à... Ils viennent faire la fête ici un petit peu. Je sais pas si vous avez vu également, il y a une table de VJing, machin, donc il va y avoir du son à un moment. Donc ce que je propose, c'est que soit Marou, soit quelqu'un, enfin venez causer. Ou proposez-nous des sujets sur lesquels on peut improviser. Hein, ça, on s'assoit tous ensemble, on cause. Enfin, qui est-ce qui sert le café? Non. Parlons de Luc Ferry. Ah là, lolo. Alors, ça c'est notre truc. C'est notre truc au popcorn. Bon, à Cosmos, c'est pas forcément les plus méchants, hein, franchement. De toute façon, ils veulent plus nous parler. Hein. Ouais, ils veulent plus nous parler, c'est vrai, ça c'est marrant. Ouais. Bon, alors si vous avez suivi quand même Cosmos, on a reçu le dirigeant de Cosmos sur TikTok Télé. Ça s'est plutôt bien passé, hein, ça aurait pu être plus sanglant. Il est sorti sans boiter ni quoi que ce soit. Non, et puis en plus c'est un monsieur charmant, vraiment. Donc il faut se rendre compte, si vous avez vu l'interview, qu'on parle de marchés qui sont assez sensibles quand même, donc on ne peut pas le blâmer de ne pas avoir tout dit. Le manque de bol, quand on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans les mails d'HB Gary, on est tombé sur des documents de Cosmos qui disaient exactement ce qu'il nous avait dit, à savoir que Cosmos c'est quand même une entreprise qui fait des États et qui fait du support pour des États. Donc on va pas parler d'un fail, mais c'est parce que c'est normal. Il est cassé le micro. Ouais. Donc c'était pas réellement un fail parce que c'est tout à fait normal qu'ils nous racontent pas tout, hein, tout simplement. Mais allez jeter un coup d'œil dans les mails d'HB Gary quand vous documentez sur des entreprises qui font de la surveillance. C'est assez. Vous avez quand même 80% de chances de trouver des informations sur les entreprises sur lesquelles vous cherchez des informations. Alors concrètement, on en est où? Concrètement, en France, on est toujours je crois le premier exportateur mondial de ce genre de technologie. On a, ce que je dis tout le temps, c'est que, c'est quasiment une phrase de Benjamin Bayard d'ailleurs qui est là, on exporte des droits de l'homme, on exporte du bon pinard, on exporte beaucoup de DPI. Alors tous les pays qui ont plus ou moins fricoté avec des États dont la démocratie n'est pas la première des priorités, ont fait leur mea culpa. Alors c'est plus ou moins timide. Mais en Égypte, on a su que c'était une entreprise américaine qui avait pas mal contribué à la censure locale. En France, malheureusement, si on commence à chercher, on va trouver énormément de choses dans plein de pays, donc que ce soit des pays démocratiques ou pas. Les usages du packet inspection ne sont pas forcément mauvais, ne sont pas forcément méchants, ça reste une technologie, mais bon, quand on la met entre les mains de fous furieux et que ça permet de lire des communications et de censurer un pays et de monitorer une population, forcément, les mecs s'en servent pour ça. L'autre problème, c'est que c'est visiblement pas considéré comme des armes. Donc on arrive à exporter ce genre de technologie sans pour autant avoir l'aval du ministre de l'Intérieur, ou du Premier ministre. Même normalement, ça exige la signature du Premier ministre pour les armes. Là, c'est pas le cas. Donc, de notre point de vue, aujourd'hui, on aimerait que le DPI soit reconnu comme une arme numérique, tout simplement. C'est quelque chose qui permet de ne pas faire de cybermorts, mais de faire des vrais morts. Hein. Ça s'est vu dans d'autres pays. Donc où on en est, on continue à en produire, on continue à développer le business. C'est plutôt un bon business, ça permet de faire des croissances à 3 voire 4 chiffres. 4 chiffres pour nos amis de Cosmos. 4 chiffres pour Cosmos, 927%, c'est pas mal. Vous êtes performance saluée par notre ami Eric Besson. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors oui, si vous n'avez pas suivi quand même, Internet c'est un marché en France. C'est-à-dire que vous n'existez pas, vous êtes des consommateurs tous là. Voilà. Vous êtes un marché. C'est implémenté en France. Pourquoi le DPI ne serait pas implémenté en France? Alors, ça l'est pour des objectifs que certaines personnes appellent nobles. Moi, j'ai un petit peu de mal à trouver noble qu'on lise mes mails pour me proposer de la publicité. Ça reste smart dans le sens où les flux sont anonymisés. Donc, il n'y a pas marqué Bluetooth et aller sur RedTube pour consommer du porn de telle heure à telle heure.
Riez pas, hein, dans certains pays, c'est comme ça. Hein. Ça vous fait marrer maintenant, mais vous allez voir dans 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, c'est utilisé par des fournisseurs d'accès, c'est utilisé par des publicitaires, c'est utilisé par beaucoup de monde. Bon, maintenant, c'est principalement du fait des fournisseurs d'accès pour manager des réseaux, pour monétiser des trucs gratuits. Donc monétiser des trucs gratuits, alors on ne sait pas si c'est réellement ça sur la monétisation du tethering, hein, donc de l'utilisation de votre téléphone comme modem. Il y a certains, il y a de quoi se poser des questions quand même. Pour la pub, c'est largement utilisé. Du fait que les fournisseurs d'accès sont également aujourd'hui des éditeurs de contenu, il y a un moment, ils vont vouloir dépolluer le réseau des fichiers copyrightés. Donc il faut s'attendre à avoir une offensive de ce côté-là. Ça a déjà commencé. Mais ça pose quand même des sérieux problèmes de confidentialité des communications. Donc aujourd'hui, c'est le DPI, oui, mais à partir du moment où les flux sont anonymisés. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord là-dessus, parce que même anonymisés, les flux, ça raconte beaucoup de choses. Donc quand on lit les en-têtes, c'est pas réellement du DPI. Quand on lit le payload, ça devient du DPI. Donc il y a un viol des communications qui est avéré. Mais on se cache derrière son petit doigt en disant « Mais oui, vous avez vu, c'est anonymisé ». Bon, d'accord, ok, c'est anonymisé, mais enfin, à quel stade? Enfin, personne n'est facile à repérer à partir de son trafic, avec les gens avec lesquels il communique. Il faut comprendre que le DPI, c'est pas que espionner vos communications, c'est savoir avec qui vous communiquez, à quelle fréquence, ce que vous racontez. Ce que vous racontez fout la trouille, mais à la rigueur, je vais vous dire que c'est presque anecdotique. Parce que quand vous avez la fréquence et le réseau de personnes avec lesquelles vous communiquez, on arrive très bien à savoir qui vous êtes. Rajouter à ça des outils de visualisation qui sont, je pense à Palantir, qui sont bluffants. Vous pouvez typiquement repérer des réseaux d'opposition politique, par exemple. En France, pas encore, hein, mais à l'étranger, ça se fait. Et ça peut être d'une redoutable efficacité parce que non seulement vous repérez des réseaux, mais vous savez qui parle à quoi, de quoi et comment finalement le réseau s'organise à travers finalement un rétro-engineering des conversations qui ont lieu au sein d'un réseau. Si vous voulez, même sans parler de dictature, contrer des opérations de communication d'un groupe X ou Y, c'est un outil absolument redoutable. Et on a vu, et on expliquera plus en détail demain à quel point dans un pays comme la France, on avait en face des gens qui étaient absolument sans scrupules dans l'utilisation des technologies pour déstabiliser des adversaires politiques. Ça, on va venir demain. Effectivement, le DPI est un thème, je pense qu'on va pouvoir aborder assez gentiment. On va te laisser parler, Marou. Donc, bonjour, moi je suis, mon pseudo c'est Marou, je suis Maxime Rouquet, le président du Parti Pirate, depuis peu de temps. En fait, présenter le Parti Pirate, j'avais pas trop prévu, mais donc c'est un groupe, c'est un mouvement politique qui a commencé en Suède comme une sorte de blague. C'est en fin 2005, quelqu'un qui s'est dit il y en a assez de toutes ces lois qui mettent en péril la vie privée et autres. Et puis il a lancé une idée un peu, il a créé une page, il a lancé quelques idées. Voilà, il faudrait qu'on puisse partager les fichiers librement. Il faudrait qu'on puisse qu'on protège mieux la vie privée des utilisateurs sur Internet et autres. Et puis finalement, ça a plu. Il y a des gens qui ont dit qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un parti comme ça, et ça a créé le Parti Pirate, qui actuellement a 2 eurodéputés, enfin 1,5, puisque la France, entre autres, met beaucoup de temps à se mettre d'accord dès qu'il y a 2 sièges, UMP, PS, oulala, comment on va les répartir en plus. Enfin bref. Et donc c'est un mouvement qui marche pas mal en Suède, qui décolle un peu en Allemagne, et puis en France, ça a commencé assez tôt, des gens qui se sont réunis sur un forum avec plein de bonnes idées, et puis ça a mis un peu de temps à vraiment se concrétiser. En 2009, c'est devenu une association déposée en préfecture, et moi j'ai rejoint en fait le Parti Pirate assez tard par rapport à sa création, parce que je l'ai rejoint fin 2009 quand il y a eu une élection législative dans ma circonscription. Et moi, je suivais avec beaucoup d'attention tout ce qui est la quadrature du net, FDN, la Ligue au débit, tous ces mouvements comme ça, Reporters sans frontières, qui nous signalaient de plus en plus de lois comme Adopi, DATSI. Je pense qu'on est tous sensibilisés à ça là-dessus. Et donc, il y avait un travail de tout un tas de collectifs et d'associations qui était très très bien fait là-dessus.
mais qui n'étaient pas du tout suivis par les politiciens en place. Et on se rend compte que la majorité est totalement aux ordres des lobbies du divertissement, avec des lois comme Adopi, comme le filtrage du net qui est en train de s'installer ouvertement avec le décret sur la LCEN dont on parle là depuis 2-3 jours. On se rend compte en fait que plus un parti est proche du pouvoir, plus il va avoir tendance à courtiser les stars de l'industrie du divertissement et moins à protéger vraiment les droits des citoyens. Donc en fait, l'idée du Parti Pirate, ça va être de présenter des candidats pour montrer les citoyens, c'est quand même quelque chose de très important, de défendre la vie privée, les libertés fondamentales, de libérer l'accès à la culture et au savoir, d'avoir une véritable transparence de la politique. On ne veut plus de conflits d'intérêts, on ne veut plus de problèmes comme ça. Donc toutes les démarches qui font que vous allez peut-être vouloir participer à des actions d'Anonymous, vous allez peut-être vous engager auprès de Télécomics pour donner un coup de main, donc tout un tas de mouvements qui finalement sont basés sur les mêmes idées mais avec des façons de faire très différentes. Maintenant vous allez, si vous le voulez, vous pouvez rejoindre le Parti Pirate et tout simplement vous présenter dans une élection chez vous et puis dire aux autres candidats, voilà, vous voyez maintenant que ça compte pour les gens. Moi, c'est ce que j'ai fait dans les Yvelines fin 2009. Je me suis présenté, j'avais pas de budget, hein, j'avais juste quelques bulletins de vote avec mon nom et puis un logo Parti Pirate. Et il y a 2% des gens qui ont voté Parti Pirate juste sur le nom et ce qu'ils avaient vu sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut marcher, mais qui a besoin de vous. Si vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui se présente, il y a des petits soucis de micro, je crois. Si vous voulez... Donc en fait, c'est un petit peu le même problème que tous les autres mouvements ici. C'est un outil pour les citoyens pour forcer les politiciens à prendre les bonnes décisions, puisque s'ils ne prennent pas les bonnes décisions, on va leur montrer qu'ils vont perdre leur siège. Et donc, on a besoin de volontaires. On va lancer un appel là pour se présenter aux législatives. Et on est en train on est un petit groupe, le Parti Pirate, puisque les gens attendent, avant de se lancer, attendent vraiment une raison. Et pour l'instant, rejoindre le Parti Pirate, peut-être que c'est pas très utile, parce que l'élection cantonale, c'est pas forcément à ce niveau-là que des lois comme Adopi ou l'OPSI se jouent. Mais en 2012, on a vraiment une fenêtre qu'il faut exploiter. Et pour ça, on a besoin que les gens s'investissent. Et c'est vous qui pouvez faire que le Parti Pirate servira à quelque chose ou pas. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment... Je trouve que les associations, les collectifs qui sont présents ici font un très bon boulot. Et pour moi, le Parti Pirate, c'est vraiment un moyen de forcer les groupes politiques à suivre un petit peu l'avis des citoyens plutôt que l'avis des lobbies et des stars. Donc voilà, s'il y a des questions un peu sur le Parti Pirate... J'entends pas très bien. Pourquoi la démission de Paul ? Ouais, il n'y a plus qu'un seul micro. Oui, il y a quelques temps, il y a Paul Da Silva qui était président du Parti Pirate depuis l'Assemblée Générale en octobre dernier, qui a démissionné. Je veux pas parler à la place de Paul. Il a exprimé un peu les raisons de sa démission sur son blog, et donc je vous invite à aller lire sur son blog perso. C'est une décision qui nous a un peu pris de court, puisque il n'en avait pas vraiment parlé très longtemps avant, il ne nous avait pas prévenu avant, mais lui, c'était quelque chose qui lui trottait dans la tête un peu, donc je ne voudrais pas parler à sa place. Le Parti Pirate, en fait, c'est un mouvement qui est avec beaucoup de gens qui sont très
comme beaucoup de geeks qui sont très passionnés, où il y a parfois beaucoup de conflits. J'étais à un débat sur le troll en ligne l'autre jour, et ils expliquaient que les deux endroits où il y a le plus de trolls, ça va être sur Internet, sur les forums, et puis dans toutes les formations politiques. Donc nous, on est une formation politique sur Internet, et on cumule vraiment beaucoup de problèmes. Être au Parti Pirate, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir donner des avis, qui vont se taper dessus joyeusement, mais c'est pas forcément très facile à gérer avec une vie à côté, mais je pense qu'on est en train d'arriver à quelque chose de concret. On va être prêt au niveau de la certification auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements de la vie politique. Pourquoi les législatives, ça va être très important en 2012? C'est parce que c'est comme ça que le Parti Pirate aura de l'argent. Actuellement, on ne peut pas faire grand-chose puisque on repose sur uniquement les cotisations des adhérents. Mais si on arrive à faire un petit score en 2012, on aura des fonds pour faire de vraies campagnes et puis éventuellement l'utiliser à d'autres projets assez utiles, comme travailler sur des recours sur des textes législatifs ou des législatives, proposer des textes de loi ou autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui, même si vous voulez vous présenter ou vous ne voulez pas vous présenter, vous pouvez soutenir quelqu'un, et si quelqu'un se présente sans rien, que les gens impriment un papier et qu'on a 1% des voix dans une circonscription, ça va être de l'argent qui, au lieu d'aller à l'UMP ou au PS ou à un autre parti qui ne se préoccupe pas trop de ces idées-là, va venir au Parti Pirate. Nous, on a une transparence, on aura vraiment une transparence là-dessus, on y est très attaché, et on utilisera ça vraiment à protéger les droits des citoyens et à libérer l'accès à la culture et à lutter contre les monopoles. Une autre question ? Bon, quelqu'un veut parler de quelque chose ? Un petit rappel BBA. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis sur le bar devant la caisse une feuille où vous pouvez écrire vos mails pour que je vous mette sur la mailing list dès que j'aurai dormi un peu. Et à côté, il y a une feuille complète avec toutes les infos, notamment IRC sur Freenode d'ISBBA-FR. Pour l'instant, je crois qu'on est 3, pardon. Il y a l'adresse du site, l'adresse du wiki qui est vide, l'adresse du pad qui ne marche pas, mais bon, tout ça, ça va changer. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, qui veut parler, qui veut poser des questions? Ah, il y a plein de gens qui veulent parler. Poser des questions, parler ou quoi? Alors, viens sur scène, Benjamin. Donc, on applaudit la star Benjamin Bayard. Monsieur Minitel 2.0. Si ça marche, si tu l'allumes. Si je l'allume, il marche. Oh, ouais. Ça fait des progrès la cantine. Et même qui fonctionne, c'est mieux. Donc en fait, c'est la faute de mon voisin de droite quand j'étais à la Syllaba, qui n'ose pas parler en public. Donc du coup, il va se mettre debout pour que je lui foute bien la honte. Voilà. Hein, donc il est encore trop petit pour parler en public. Il s'appelle Monsieur le Président. Monsieur le Président. Voilà. Donc en fait, je suis venu piquer le micro pour vous parler pas du tout de ce dont je parlerai tout à l'heure. Vu que tout à l'heure on va parler cuisine, flambie, tout ça. Je suis venu vous parler d'un truc constructif en attendant. Vous connaissez tous déjà FDN, ou il faut que je présente? Non, il y en a plusieurs qui ont l'air de connaître. On va dire que vous voyez à peu près, fournisseur d'accès Internet associatif, le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France, créé en avril 92 et que je préside depuis décembre 97. Donc il faut tuer la légende, je n'en suis pas fondateur, je n'étais pas membre de FDN lors de sa création. Je suis un adhérent récent, j'ai adhéré en juillet 96. Voilà, ça fait que 15 ans. Il se trouve qu'FDN a un petit peu grossi ces derniers temps, ce qui est plutôt pas mal. On est encore très loin d'être trop gros, mais on est en tout cas suffisamment gros et on prend suffisamment de poids pour pousser et mettre en avant un projet qu'on avait en tête depuis 2005, qui était de dire quand FDN commencera à être un peu grand, il faudra qu'il forque, qu'il se duplique.
Et donc on a lancé l'idée un peu à la cantonade il y a 1 an et des poussières. J'avais fait à la cantine une conférence FAI à Autou, dont les gens n'avaient pas bien compris pourquoi j'étais venu parler de ça. On a un peu touillé le machin, ça a pris forme lors des rencontres mondiales du libre à Bordeaux l'été dernier. Depuis, le machin a progressé. Il existe une fédération des fournisseurs d'accès Internet associatifs qui est fondée par 7 FAI associatifs. Alors je vais essayer de ne pas en oublier, sinon c'est la honte. Donc il y a FDN, il y a Lorraine Data Network, il y a Francilien pour l'Île-de-France, il y a Theta Neutral à Toulouse, il y a Aquillenet à Bordeaux, il y a Sam Wireless qui couvre en Wi-Fi le village de Sam, quelque part dans le sud de la France. Et forcément, il faut qu'il m'en manque un. Et Illico, bien entendu, Internet Libre en Corrèze. Hein? Pas encore. Ils ne sont pas dans les 7 fondateurs. Après, en plus des 7 fondateurs, donc ça, c'est signé, l'association existe, elle sera déclarée en préfecture dans les jours qui viennent, puisque maintenant, on a en plus les noms des membres du bureau. Donc voilà, il y a un autre fournisseur d'accès Internet associatif en Île-de-France, dont le président est là, et trop con pour parler en public. Donc il fallait que ce soit moi qui vienne le dire. Il y en a encore 3 ou 4 autres qui sont soit prêts, soit sur le point d'être prêts. Il y a Nice Data Network qui va émerger, donc comme son nom l'indique, du côté de Nice. On attend Téléragno à Marseille. On attend Fait Maison qui est à Nantes. Il me semble qu'il y en a encore 1 ou 2 autres. Il y en a un sur Grenoble, je ne sais pas encore lequel ce sera. Probablement autour d'une structure existante qui s'appelle Grenode. Donc voilà, on devrait être 10, 12 dans les mois qui viennent. Et toutes ces associations-là font des trucs bien. Alors comme on est plutôt en Île-de-France, ceux d'entre vous qui sont franciliens, qui ont envie d'apprendre à faire du réseau, vous voyez le grand là avec le micro qui parle toujours pas, c'est lui qu'il faut aller voir. Donc maintenant que je suis au pied du mur, j'ai plus le choix. Voilà, nous sommes Je t'ai toujours dit, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Viens donc t'asseoir. Donc nous sommes une des branches de la Fourche. On est une douzaine d'adhérents actuellement, un certain nombre qui tournent autour et qui sont prêts de nous rejoindre, je pense. L'accès Internet n'est pas encore opérationnel, mais ça devrait pas tarder, vu qu'il reste en gros le contrat de collecte à signer et on est en train de finir les clauses. Et puis voilà. Donc Viendez, on a un nom de domaine, francilien au pluriel.net, c'est pas trop compliqué à retenir. Pour ceux qui ont peur d'oublier, je pourrais donner des petites cartes de visite, il n'y a pas de problème. Donc il est facile à reconnaître quand il est debout, c'est le bout blanc qui dépasse au-dessus. Voilà, si vous avez des questions, des précisions. On peut peut-être récupérer un des Nancéens, parce que j'ai vu un des Niçois, pardon, j'ai vu qu'il s'agitait beaucoup au fond. Ah bah oui, maintenant il faut assumer tes conneries, t'es grand, tu te lèves. Que je sois pas le seul à m'être fait coincer. Non, t'avais qu'à juste bien te taire, hein, si tu voulais pas qu'on t'emmerde. Merci public. Donc voilà, là en fait on a lancé une association qui s'appelle Nice Data Network, donc qui est le fork de FAI dont Benjamin parlait, qui justement s'est lancé suite à ta conférence de l'année dernière ici même. Enfin, l'idée trotte depuis là, donc on est... En fait, le truc est très simple, hein, on lance une association et on se connecte à la fédération et à FDN. On a des adhérents, les adhérents veulent un accès Internet, on demande à FDN de l'ouvrir, FDN nous facture, et on facture aux adhérents, et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que nous, on ne fout rien. C'est très simple, faites-le. Si vous vous souvenez bien, c'est ce que je proposais, c'était la toute première étape pour débuter l'an dernier. J'expliquais que pour faire un FAI associatif, la première chose à faire, c'est une association qui marche, et où il y a des gens qui se parlent, qui se voient, qui fassent des choses ensemble. L'aspect FAI, ça s'apprend, c'est facile, mais il faut commencer. Et donc pour commencer, il faut faire une asso. Et donc effectivement,
Les modèles les plus simples de FAI associatif sont ceux pour lesquels FDN fait 99% du boulot technique. Et où après on travaillera à ce qu'une partie de ce boulot dégage et parte, soit répliquée dans les associations, une fois qu'elles auront appris à faire. C'est pour ça que je disais bien, c'est pas ceux d'entre vous qui savent faire du réseau, même s'ils sont les bienvenus. C'est ceux d'entre vous qui ont envie de faire du réseau, d'apprendre. Si vous ne savez pas ce que c'est la différence entre un numéro d'AS et une adresse IP, ben vous apprendrez. Si vous ne savez pas ce que c'est la différence entre BGP et OSPF, ben vous apprendrez. Si vous ne voyez pas bien la différence qu'il y a entre une route et un préfixe, ben vous apprendrez. Si vous verrez, ça pique pas. 600-700 heures de boulot, et puis après, on commence à voir à peu près de quoi ça parle. Donc effectivement, pour le moment, NDN, je confirme, techniquement, ça fait rien. Mais attention, hein, eux, c'est rien que des branleurs, mais à peu près autant au sud, mais pas tout à fait du même côté, les Toulousains de Theta Neutral, ils opèrent leur propre boucle locale radio. Ils commencent à opérer des fibres optiques dans la ville. Donc ils ont raccordé le lieu où ils se rencontrent pour faire des débilités associatives avec un data center à côté. Donc ils ont leur accès giga fibre. Ils ont commencé à distribuer sur des accès fibres dans différents squats de la ville des accès en IP public pour des associations, pour des collectifs, etc. Donc eux, ils ont décidé de tout gérer de bout en bout et on réalise précisément 0% de leur technique. Donc il y a des modèles extraordinairement différents. Il y a un modèle que j'aime beaucoup et qui n'est pas tellement représenté ici, qui est celui de Sam Wireless. Vous connaissez peut-être les Wireless France, Wireless Marseille, Wireless Bidule, Wireless Chose, il y en a un peu partout. Ils fournissent de l'accès relativement ouvert, mais qui n'est pas de l'accès à Internet, puisqu'ils ne distribuent pas d'adresse IP publique. En fait, ils prennent une ligne ADSL, ils mettent un spot Wi-Fi, ils ouvrent le spot Wi-Fi, et puis chacun vient avec son IP privé. C'est presque aussi moisi qu'un réseau de téléphone mobile. Vous imaginez du téléphone mobile pas filtré, vous avez à peu près ça. Donc nous, ce qu'on a expliqué aux gens de Sam Wireless, c'est quand même, ils fournissent pas un accès d'appoint, ils fournissent l'accès Wi-Fi principal du village. Il n'y a pas d'autre accès Internet dans le village. C'est-à-dire que dans ce coin-là, soit tu te connectes en bas débit avec un vieux modem qui fait bidou 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 comme en Égypte à la haute époque, soit tu te connectes pas au réseau. Et donc le Wi-Fi, c'est le seul machin à peu près convenable. Et fournir des IP privés aux gens quand on fournit la seule connexion permanente du village, il y a un côté tristou, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont moins civilisés que les autres, ils n'ont pas le droit d'héberger des serveurs. Et donc on a bossé avec eux pour leur montrer comment faire. Et en fait, ils ont basculé ce qu'ils avaient comme ligne ADSL ailleurs, ils ont pris des lignes FDN à la place, on leur a envoyé un bloc d'adresses IP publiques dessus. Donc sur leur ligne ADSL, il y a 32 IP, ou 64, puisqu'ils sont plus de 40 adhérents. Donc ils ont un bloc de 64 IP, et ils distribuent des IP publics en Wi-Fi sur tout le village à leurs abonnés. C'est devenu un vrai FAI. Alors pour le moment, je crois que sur Sam Wireless, on distribue du V4, mais ça pourrait être du V6 tout autant, puisque sur le réseau FDN, on distribue du V6. Mais pour le coup, sur du V6, c'est moins compliqué. Parce que sur du V4, on a beaucoup d'adresses, mais on n'en a quand même pas tant que ça, on les distribue une par une. Et donc quand tu prends un abonnement, tu as une IP chez toi, et si tu es un FAI et que tu en fournis à tout l'immeuble, on peut te passer 16, 32, 64 adresses. Mais il faut le justifier. En IPv6, on distribue des STLA en /48. Alors ça va parler à personne. Ça fait 2 puissance 80 adresses distribuées par abonné. En 2 puissance 80, comme ça, de tête, je ne l'ai pas, mais ça doit être quelques milliards d'adresses. À quelques zéros près. C'est au moins en milliards de milliards. Donc, une fois que tu as un accès à DSL IPv6 chez FDN, tu peux distribuer des adresses en quantité industrielle. Tu deviendrais le plus gros FAI du monde, il te resterait encore des adresses, quoi. Donc, c'est beaucoup moins problématique en V6. Et on fournit des adresses IPv6 depuis quelques semaines de manière systématique
à tous les abonnés et à tous ceux qui en demandent depuis 2-3 ans. Donc ça, c'est bon, ça marche. Ouais, Sciences Po. Alors c'est pas forcément du sponsorisé. Pendant très longtemps, ils ont fait comme ça. Pendant toute la période, en gros, de 97 à 2004, le grand jeu des gros opérateurs pour essayer de gagner des parts de marché, c'était de vendre à perte. Ils essayaient de produire des accès à moins de 30 €, ils n'y arrivaient pas, et pour pas être hors course, ils les vendaient quand même à moins de 30 €. Ça, ils ont fait pendant longtemps, ils ont cessé ces derniers temps, c'est-à-dire que maintenant, ils commencent à gagner un petit peu d'argent. Et puis surtout, ils se sont mis à faire remonter les prix maintenant qu'il n'y a plus de concurrence. Ils sont 4, le marché est établi, ça va gentiment, et donc les prix commencent à remonter. C'est-à-dire que l'accès n'est plus du tout à 30 €. C'est-à-dire que tu as en facial 30 €, mais si tu regardes bien les petites lignes, même chez Free, tu as l'option machin, l'option bidule et l'option chose, et au final, c'est 35. Un accès FDN, c'est 29 € TTC pour une ligne dégroupée, sachant qu'on ne fait pas de dégroupage total, donc tu es obligé de garder un abonnement France Télécom traditionnel. Donc ça reste plus cher. Par contre, on fournit que de l'accès Internet. On fournit tout Internet, mais que de l'Internet. Si tu veux du téléphone, tu te débrouilles. Si tu veux de la télévision, tu fais comme tout le monde, tu la regardes en BitTorrent. Il y a des programmes super bien, libres de droit sur BitTorrent. Si tu regardes les autres, c'est ton problème. Et donc voilà, non, ça reste plus cher. Ça reste évidemment plus cher. Mais dans ce modèle-là, c'est pas une question... on pourrait croire que quelque chose qui fonctionne de manière associative, donc sans but lucratif, et sur du bénévolat, devrait coûter moins cher. C'est une question d'économie d'échelle. Alors FDN est un opérateur historique, c'est le premier, historiquement, mais c'est pas le premier par la taille. On a un facteur à peu près 100 000 entre nous et le prochain immédiatement au-dessus. Nous, on est 200 abonnés. À l'Assemblée Générale de FDN de mars dernier, j'ai signé 350 convocations. Donc on a 350 adhérents, dont 200 sont abonnés. C'est à peu près les ordres de grandeur. Les plus petits FAI dans les gros, je sais pas, le plus petit du lot, ça doit être Numéricable avec 1 million d'abonnés. Free doit être à 4,5 millions ou 5 millions. Donc les économies d'échelle ne sont pas du tout les mêmes. Alors comment on fait pour rester petit et faire des économies d'échelle? D'abord, il y a le fait que l'économie d'échelle n'est pas le but. On n'a jamais cherché à faire un accès pas cher. On a toujours cherché à faire un accès qui marche, à un réseau qui marche et à un réseau qui est résilient. Notre but premier, c'est celui-là. Si tu peux héberger un serveur de n'importe quoi chez toi qui te permet de faire ce que tu as envie sur Internet, nous avons atteint notre but. Si tu as réussi à regarder Facebook sur ta télé avec Google TV, on a plutôt échoué. On ne cherche pas à faire la même chose. Google TV avec Facebook dedans à 12 € par mois, nickel, tant mieux. Nous, on fournit de l'Internet à 70 ou 80, c'est pas grave. Le prix est pas, dans ce qu'on cherche à faire, le prix n'est pas un facteur. Après, il y a une vraie question sociale. Il n'y a pas de raison que les pauvres ils aient accès à un réseau de merde et que les riches ils aient accès à un réseau propre. Donc on cherche autant qu'on peut à faire du réseau propre, si possible pas cher, et sinon, à défaut, pour les gens qui n'ont pas les moyens, en sponsorisant. C'est-à-dire qu'il nous arrive de vendre des accès à perte. Si tu vas regarder les grilles de tarifs de FDN, tu verras qu'il y a un tarif préférentiel qui est réservé aux gens qui n'ont pas le sou, et où FDN perd de l'argent sur les accès. Et on compense, on a 2 ou 3 adhérents qui sont des entreprises et qui payent 30% plus cher,
ce qui nous permet de compenser à peu près 10 adhérents étudiants qu'on sponsorise. Donc le mécano est celui-là. On ne cherche pas à tout prix à baisser le prix. Et en tout cas, on ne baissera jamais les prix si on doit sacrifier quoi que ce soit. La question s'est posée. Il se trouve que nos adhérents consomment de plus en plus de bandes passantes et que ça coûte des sous. Il y avait deux questions. Soit on commençait à poser ce qu'il faut sur le réseau pour temporairement faire en sorte que Pépère, qui consomme trop, curieusement, sa ligne se mette à ramer. Ce qui était possible avec du logiciel libre, hein, c'est un petit peu de config dans iptable, c'est pas très sorcier. Étonnamment, on n'a pas choisi cette méthode-là, on a plutôt décidé de... Voilà, on a dit en AG, voilà le budget bande passante, celui qui est prévu. Si on veut rentrer dans les clous, bah, il faut augmenter les abonnements. Bah, on a augmenté les abonnements de tout le monde. Donc c'est une question d'approche. Le tarif le plus bas est pas, enfin, ça n'est qu'un objectif second. L'objectif premier, c'est de faire du réseau propre. Par exemple, en ce moment, on regarde un petit peu, tout doucement, comment on pourrait essayer de faire un machin en mobile. Moi, je trouve que fournir une vraie IP publique, vraiment non filtrée sur du mobile, ce serait cool, ce serait marrant. Donc ça, on regarde à le faire. Je ne sais pas à quel prix on le sortira, mais c'est pas un critère premier. Si on arrive à c'est tellement trop cher qu'on n'en vendra aucun, on ne le fera pas. Parce qu'il y a une mise de fonds initiale qui est lourde. Bon, claquer 10 000 € pour rien, ça fait chier. Mais si on trouve un moyen de le faire à un prix qui n'est pas totalement débile et où on aura au moins une trentaine d'abonnés, bon, pourquoi pas. Mais voilà, ça reste plus cher. Le fait de splitter en plusieurs associations changera quasiment rien. Parce qu'en fait, on garde les économies d'échelle en mutualisant les infrastructures. Mais les économies d'échelle dans FDN, ça ne veut rien dire. Enfin, si tu veux, il y a 240 ou 250 lignes qui sont gérées sur les infras FDN, dont 200 sont celles des abonnés de FDN. Si tu veux, l'effet mutualisation, il est juste ridicule. Il est vrai si tu le regardes dans l'autre sens. Je sais pas, si je prends un des FAI associatifs qui se sont montés, qui a beaucoup de lignes, il me semble que nos camarades lorrains ont maintenant 2 ou 3 abonnés. Un truc comme ça. Ils ont doublé ou triplé de taille. Non, ils ont une trentaine d'adhérents. Mais ils doivent en être à 3 lignes ouvertes. Pour eux, l'effet d'économie d'échelle, il est immédiat. Enfin, s'ils avaient dû payer toute l'infra pour 3 lignes, ça faisait 1 000 € par tête de pipe. Parce qu'ils s'appuient sur une infra existante, bah, ils ont juste un abonnement normal. C'est-à-dire que l'abonnement, en passant par eux, doit être 50 centimes ou 1 € plus cher que par FDN. Donc ils arrivent à un tarif qui est tout à fait normal. Donc c'est là l'effet d'économie d'échelle a lieu. Et c'est bien pour ça qu'il y a une fédération. C'est pour réussir à mutualiser entre les différents FAI qui se montent. Si tu veux monter tout seul from scratch un FAI associatif, en dehors du fait qu'il faudra que tu y passes à peu près 3 ans à plein temps pour tout apprendre, il va falloir mettre un peu de pognon sur la table. Les mecs de Theta Neutral qui ont monté pas mal de choses tout seuls à partir de rien techniquement, ils ont un adhérent bienfaiteur qui a mis 10 000 € sur la table en disant voilà, je finance la première année, maintenant il faut qu'on réussisse. Donc c'est pas rien de mettre 10 000 € sur la table. Dans une assoce, c'est des gros sous. Donc il y a un effet, le fait qu'on fasse émerger des associations, on a fait émerger immédiatement en même temps la fédération qui les regroupe, justement pour mutualiser les mises de fonds à éviter au début. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Déployer de la fibre, alors en fait on aimerait bien, il faut juste qu'on trouve 2 ou 3 milliards. Mais bon, on compte sur toi. Donc dès qu'on a 2 ou 3 milliards, on commencera à déployer de la fibre. Proposer de la fibre, il faut qu'on trouve un opérateur qui, ayant déployé de la fibre, nous propose d'opérer sur son réseau. Pour le moment, il y a des pistes qu'on connaît depuis plusieurs années, de réseaux plutôt sympathiques qui se montent. Il n'y en a aucune qui se concrétise pour le moment, pour des raisons éminemment associatives. En particulier, il y a un réseau qui a du sens, qui est celui qui se monte dans l'Ain, autour de Bourg-en-Bresse, etc. Sauf qu'il n'y a pas de structure qui émerge dans ce coin-là.
Et moi, piloter depuis Paris un opérateur qui gère la race campagne autour de Bourg-en-Bresse, ça me paraît, comment dire, c'est un peu le contraire d'Internet, quoi. Donc le machin fait pas de sens. Mais si jamais il se monte une structure associative qui veut faire du réseau dans l'Ain, il y a carrément moyen. Enfin, voilà, on s'entend bien avec les gens qui montent le réseau fibre optique là-bas. On sait les joindre, on sait leur parler, ils sont de bonne composition, on peut bosser. Même chose, il me semble qu'autour de Chartres, il y a des choses qui se montent sur certaines cités, sur certaines barres HLM, etc., où on pourrait jouer. Simplement, il n'y a pas, pour le moment, d'initiative associative sur Chartres. Il y a des projets dans la Somme qu'on est en train de regarder autour de certains villages. Je ne sais pas ce que ça donnera. Donc, il y a des projets qu'on regarde. Te dire que dans les 3 ans qui viennent, on va de manière certaine opérer un réseau fibre à un endroit, j'en sais rien. Si je peux me permettre, on a un membre qui s'intéresse d'assez près à ces questions, parce qu'en fait, concrètement, lui, il voulait faire fibrer son immeuble et le faire opérer par Francilien. Et le constat est assez rude, dans la mesure où déjà, le premier obstacle, c'est d'obtenir les prix des délégations de services publics qui opèrent. Donc il y en a quelques-unes sur la couronne parisienne qui rassemblent quelques dizaines de communes. Alors c'est déjà très difficile d'obtenir les prix. Et puis ensuite, quand on fait les calculs, on s'aperçoit que les prix ne doivent pas être les mêmes pour tout le monde, ce qui est problématique quand on est dans une délégation de service public. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la loi de 1978 régissant les délégations de services publics, petit 1, le catalogue est public et est envoyé à quiconque le demande, c'est ce que dit la loi. Petit 2, le tarif est le même pour tout le monde, c'est également ce que dit la loi. Et on constate que dans les faits, parfois il y en a qui sont plus égaux que les autres. Voilà, donc quand il s'agit de fibrer un immeuble entier avec une 60aine de membres dans la colocation, c'est assez difficile de convaincre des colocataires humichus d'investir de façon à être opérateur d'immeuble pour passer par un FAI associatif sur lequel ils ne vont pas pouvoir avoir des prix aussi intéressants que chez l'agrume ou et compagnie. Voilà, c'est la grosse difficulté pour l'instant. On n'est pas, d'après ce qui ressort, pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas encore favorable. Oui, mais effectivement, si tu poses ta fibre entre l'endroit où tu veux du réseau et un endroit où on est déjà présent, on va l'opérer. Mais c'est juste que ça, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Si tu es entrepreneur en travaux publics, ça peut se faire. Non, les débits ne sont pas symétriques. Parce que ça ne dépend pas de nous. Pour le coup, on a essayé, ça fait pas mal d'années qu'on essaye régulièrement, quand on a l'occasion de trouver dans la même pièce une batte de baseball et un commercial, on essaye de leur faire cracher le fait qu'ils veuillent bien nous vendre. Alors ça s'appelle dans ces négociations-là, pour qu'ils comprennent, du SDSL grand public. S'ils comprennent ADSL grand public, c'est de l'ADSL non garantie, à pas cher par mois, et où quand on l'opère, ça donne un accès. Et puis il y a l'ADSL Pro. Alors c'est le même, sauf qu'il y a des débits garantis, et du coup il coûte à peu près le même prix, avec 1 ou 2 zéros de plus. De l'ADSL avec du débit garanti, ça vaut 150 € par mois, à peu près, en prix de gros. Du SDSL avec des débits garantis, ça vaut entre 300 et 800 € par mois. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on voudrait du SDSL sans la garantie. 40-50 €, c'est pas un problème, mais sans la garantie, on le voudrait à ce prix-là. Et on a failli l'obtenir 1 ou 2 fois, presque, et puis en fait, non. Ils ont décidé que non. Et comme nous, on est tributaire de nos grossistes là-dessus, on ne peut pas te vendre un produit qui n'existe pas. On pourrait fournir du SDSL, on pourrait fournir du 8 mégas symétrique dans Paris pour à peine 900 € TTC par mois. Et bon, comme personne ne va acheter ça, on ne le fait pas. Ça fait partie des rares cas où le prix devient quand même un facteur bloquant.
Moi, je vais l'arrêter tout de suite parce qu'en fait, sinon, on est là jusqu'à 3h du mat'. Surtout qu'il va encore recauser après derrière. Je vous propose juste qu'on se fasse un petit break, qu'on aère un petit peu la salle, machin. Voilà. Il fait chaud quand même ici. On va avoir un petit peu de son en plus. Il y a Mina qui va nous mettre un petit peu de son avec projection. Il y a du VJing à côté. On se dit qu'on se laisse, on se laisse 20 minutes. 20 minutes, une petite demi-heure. On respire un coup et puis Benjamin va nous parler d'un truc qu'il n'a pas l'habitude de présenter. C'est une première. Voilà, c'est la première fois qu'il prépare quelque chose, donc